Bienvenue dans votre magazine hebdo, c'est la santé. Cette semaine, nous découvrons les activités ambulatoires. Partir se faire opérer et être de retour chez soi à domicile le jour même, c'est la définition de l'ambulatoire. Par exemple, une opération des dents de sagesse, de la cataracte ou des varices. Cette chirurgie est de plus en plus proposée, notamment à l'hôpital de la Conception et à l'hôpital Nord à Marseille, et s'étend progressivement à l'ensemble des établissements de l'assistance publique. Alors avec nous justement sur ce plateau pour en parler, le professeur Régis Legré, chirurgien spécialiste de la main, chef du service de chirurgie ambulatoire, et Pierre-Olivier Pinelli, chirurgien orthopédique, tous les deux à l'hôpital de la Conception. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, quels sont les actes chirurgicaux qu'on peut qualifier d'ambulatoires? Il en existe une vingtaine, je crois. C'est un peu plus compliqué que ça. Beaucoup de chirurgie peut être faite en ambulatoire. Les 20 actes chirurgicaux dont on parle, c'est des actes pour lesquels la sécurité sociale demande que ces actes soient faits en chirurgie ambulatoire. Mais la chirurgie ambulatoire ne se limite pas à 20 actes chirurgicaux. Et actuellement, en France, on a un gros retard sur l'ambulatoire. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, 80% de toute la chirurgie se fait en ambulatoire. Donc nous, il faut qu'on rattrape ça. Actuellement, on tourne aux alentours de 30%, ce qui est notoirement insuffisant. 30% de l'ensemble de la chirurgie, Régis le spécifie bien, c'est l'ensemble de la chirurgie. En revanche, pour ce qui concerne les actes de chirurgie ambulatoire, qui sont, on va dire, déterminés dans un cadre de chirurgie ambulatoire, aux États-Unis, c'est près de 95% qui sont effectivement réalisés en ambulatoire. Dans le nord de l'Europe, on tourne autour de 70%, et aujourd'hui, en France, on tourne autour de 50%. Alors, est-ce qu'on peut donner des exemples d'actes parmi les 20 préconisés par la Sécurité sociale? Alors, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Oui. Quels sont un petit peu les plus courants? Dans le domaine de la chirurgie orthopédique, l'exemple le plus classique est celui de l'arthroscopie de genou pour le traitement des lésions méniscales, par exemple. Mais aujourd'hui, cette chirurgie à articulation fermée, avec notamment l'évolution des techniques qui permet d'utiliser des micro-caméras et des toutes petites incisions chirurgicales, on peut étendre les techniques de chirurgie ambulatoire à la chirurgie de l'épaule, par exemple, ou d'autres articulations, notamment au niveau du poignet. Mais là, je pense que Régis Legré est bien mieux placé que moi pour en parler. Alors, ce sont des opérations qui touchent tout le monde, aussi bien les enfants avec peut-être l'ablation des dents de sagesse ou les végétations, mais qui sont vos patients en fait finalement? Alors là, tous les patients ne sont pas accessibles à la chirurgie ambulatoire. Pour pouvoir bénéficier d'une chirurgie ambulatoire, il faut un certain nombre de critères, notamment des critères d'environnement. Il ne faut pas qu'on ait un patient âgé, un patient seul. Il faut que le patient soit accompagné pour qu'il puisse, entre guillemets, subvenir à ses besoins au sortir de la chirurgie, de l'acte chirurgical. Et donc, ces critères sociaux font partie des critères de choix pour la technique de chirurgie ambulatoire. La chirurgie ambulatoire, ça va être un choix qui va se faire entre le chirurgien, l'anesthésiste et le patient. C'est vraiment c'est pas un dialogue puisqu'on est trois, mais les trois doivent intervenir. Il ne faut pas que ça soit réglementé, mais qu'il y ait des discussions autour de cet acte et il faut pouvoir le proposer aux patients. Alors, quel est l'intérêt de cette chirurgie? Ne passer aucune nuit à l'hôpital, donc de sérieuses économies pour tout le monde, c'est ça? Alors, les économies, elles sont essentiellement pour le système de santé. Il est évident que lorsque le patient passe que 6 heures à l'hôpital, il va coûter moins cher que s'il passe 24 heures. Mais c'est aussi quand même un gain pour le patient. Il est quand même plus confortable pour un patient de dormir chez soi avant et après l'intervention. Mais ce qui est vrai, c'est que cela suppose de l'organisation et c'est le maître mot. Lorsqu'on parle de chirurgie ambulatoire, c'est l'organisation. Il faut que tout soit réglé au cordeau et qu'il n'y ait pas de surprise. Et c'est ça une des grosses difficultés. Alors, je vous propose de découvrir ce qu'est le service de chirurgie ambulatoire à l'hôpital de la Conception. Notre journaliste Sabrina Doré a rencontré une patiente. Reportage. C'est le cœur léger que cette patiente attend son opération.
Premièrement, elle est accompagnée de sa fille et surtout, elle sait qu'elle rentrera chez elle dans l'après-midi. Atteinte de la maladie de Dupuytren qui entraîne une rétractation de ses doigts, Madame Audouard bénéficiera d'une anesthésie loco-régionale, une méthode qui lui permet d'être accueillie en chirurgie ambulatoire appelée communément chirurgie d'un jour. Pour moi, l'intérêt, si vous voulez, c'est de passer qu'une journée déjà, d'arriver sans bagage puisque je ne reste pas, et puis surtout comme j'ai un mari qui est malade, de ne pas m'absenter longtemps et de ne pas le laisser seul. C'est le chirurgien qui décide si le patient peut bénéficier de ce système d'accueil. Bien évidemment, il y a l'ampleur de l'opération qui rentre en jeu, mais également la possibilité pour le patient de retourner chez lui dans de bonnes conditions. Les gens qui ont une anesthésie générale ou loco-régionale doivent être accompagnés. Ils ne peuvent pas ressortir chez eux tout seuls. À l'hôpital de la Conception, c'est une unité de 15 lits qui est consacrée à l'ambulatoire pluridisciplinaire, un système de soins qui permet d'accueillir environ une vingtaine de patients par jour. Le lit peut être occupé à plusieurs reprises dans la journée par plusieurs patients, notamment pour les anesthésies locales où il n'est pas nécessaire de les surveiller très longtemps. Donc un patient peut rentrer, être opéré, remonter dans l'unité de soins, on lui remet ses papiers, on lui donne toutes les informations nécessaires au suivi post-opératoire, puis il peut repartir immédiatement. La chirurgie ambulatoire a également un intérêt financier évident. Pas de nuit d'hospitalisation égale des réductions de frais. Parallèlement, les patients sont aussi surveillés qu'une hospitalisation classique. Donc, on va vous déperfuser, vous sortez, on va vous refaire un pansement un peu plus petit. Oui. Vous sortez tout à l'heure et on se revoit mercredi après-midi. Donc là, je ne touche pas mon pansement? Non, on ne touche à rien jusqu'à mercredi. Une intervention qui aura coûté 1 370 € en économisant des frais d'hospitalisation qui auraient été dus à compter de 24 heures dans les locaux de l'hôpital. Alors, du coup, les anesthésies se font surtout le matin pour que les patients puissent partir le soir. Mais combien de temps durent en moyenne les opérations? Ça dépend des actes. Par exemple, pour les amygdales. Je crois qu'effectivement, pour les amygdales, ça ne dure pas longtemps. Après, il y a deux choses. Il y a à la fois la durée d'intervention, mais aussi le mode d'anesthésie. C'est la raison pour laquelle il y a certaines spécialités qui sont beaucoup plus propices à la chirurgie ambulatoire. Et c'est vrai qu'en chirurgie de la main, on arrive facilement à des taux de 80-90% de chirurgie ambulatoire, dans la mesure où on fait de l'anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire que le patient n'est pas endormi. On le voit bien dans le film que le patient est réveillé, et ce qui facilite la prise en charge. Et à l'inverse, la limitation de la chirurgie ambulatoire, c'est le mode d'anesthésie, l'anesthésie générale. Et c'est vrai qu'il faut essayer de faire ce type de chirurgie le matin pour que le patient soit complètement réveillé, que tout soit bien contrôlé au moment de sa sortie. Et ça rentre dans les problèmes d'organisation parce qu'il va falloir intégrer cette chirurgie ambulatoire dans un programme opératoire. Et le vaste débat, c'est est-ce qu'il faut un bloc opératoire dédié pour la chirurgie ambulatoire ou est-ce qu'il faut intégrer la chirurgie ambulatoire dans la chirurgie de chaque spécialité. Ça, on rentre vraiment dans des problèmes d'organisation, des problèmes d'architecture qu'il faut régler pour pouvoir développer ce type de chirurgie. Alors effectivement, ça reste un débat et il y a quelques centres en France, on peut en citer notamment à Lille, où vous avez des hôpitaux qui sont dédiés à la chirurgie ambulatoire. Les chirurgiens se déplacent, travaillent dans une autre structure, peuvent faire de la chirurgie réglée classique dans une autre structure et dans un autre bâtiment vont faire leur chirurgie ambulatoire. Et l'hôpital est devenu un hôpital ambulatoire, autrement appelé dans les pays anglo-saxons, le day hospital. Alors est-ce qu'il faut forcément venir avec un accompagnant pour pouvoir sortir après quand on a justement subi une anesthésie ou c'est pas obligatoire? C'est recommandé, c'est plus simple, mais là encore ça va dépendre un petit peu de l'âge du patient. Si un acte de chirurgie ambulatoire chez quelqu'un en bonne santé de 25 ans pourra peut-être sortir seul parce qu'il pourra être rapidement autonome. Lorsque vous opérez une personne âgée, ça sera la limite. Là encore, il n'y a pas de réglementation, mais il faut s'adapter, il faut rester raisonnable. Justement, en général, comment réagissent les patients face à ces opérations? Évidemment, ils sont tout à fait partants pour ce type d'opération où ils arrivent le matin pour ressortir le soir. Vous l'avez entendu, la patiente le disait, un mari malade, peut-être des enfants à garder, l'organisation sur une journée est quelque chose
chose de beaucoup plus simple pour eux. Mais bien évidemment, comme le spécifiait Régis, c'est un débat qui se fait entre les trois intervenants, le patient, le chirurgien et l'anesthésiste, et certains actes qui sont conduits sous anesthésie générale ou certaines interventions qui sont peut-être un petit peu plus sanglantes ne peuvent pas forcément relever de chirurgie ambulatoire. C'est le cas par exemple des arthroplasties de hanche ou de genou. On n'est pas encore à l'heure des prothèses de hanche ou de genou réalisées en ambulatoire évidemment. Alors, à la Conception, il existe 15 lits dédiés à la chirurgie ambulatoire. Combien de patients sont accueillis en moyenne chaque jour ? Alors, en moyenne entre 12 et 20. Ce qui veut dire que de temps en temps, on met deux patients, pas dans le même lit en même temps, mais à la suite l'un de l'autre. Et l'objectif est d'essayer de développer cette chirurgie. Et en fait, dans ces 15 lits, la particularité de la Conception, c'est qu'il y a de nombreuses spécialités. Il y a des chirurgies, il y a de la chirurgie orthopédique, de la chirurgie de la main, de la chirurgie plastique, de la chirurgie digestive, de la chirurgie gynéco, de la chirurgie urologique. Et donc, il faut organiser tout ça entre les différentes spécialités. Et ça rajoute un peu une difficulté dans la prise en charge. Justement, comment ça se passe au niveau de l'organisation ? J'imagine qu'il y a des moments de concertation avec toute l'équipe régulièrement. Qui travaille un petit peu dans les services ? Évidemment, ça nécessite une organisation bien réglée. Et c'est la raison pour laquelle, en tout cas sur l'hôpital de la Conception, vous avez des jours où ce sont plutôt les orthopédistes, d'autres les plasticiens, d'autres les chirurgiens digestifs. En gros, chaque spécialité a plus ou moins son créneau, on va dire, son créneau journalier dédié à l'ambulatoire. Alors le patient, comme il n'est pas hospitalisé, donc il peut rentrer chez lui à la fin de sa journée, est-ce qu'il peut éventuellement reprendre son travail selon les interventions ? Alors, il n'y a pas vraiment de lien entre le mode d'anesthésie et le problème d'arrêt de travail. C'est sûr que ça facilite, mais je crois que ça va dépendre beaucoup du geste chirurgical qui est fait, pas du mode de prise en charge. Ce qui est sûr, c'est que quand on fait l'ambulatoire, il faut prévoir aussi la complication, parce que le patient il sort, mais il ne sort pas sans avoir eu l'avis de l'anesthésiste et l'avis du chirurgien qui l'a opéré. Et quand le patient sort, il sort muni d'un certain nombre d'éléments qui lui permettent de tirer la sonnette d'alarme en cas de souci. Et donc ça, c'est un premier élément. Et deuxièmement, tous les patients sont soit revus le lendemain en consultation, soit joints de manière téléphonique par le personnel du service de chirurgie ambulatoire pour vérifier que tout se passe bien. Et ça fait partie un petit peu des difficultés de la chirurgie ambulatoire, c'est qu'à partir du moment où vous faites sortir le malade, il ne reste pas, vous augmentez le nombre de malades que vous voyez en consultation, parce que le malade qui reste, vous le voyez le lendemain, le malade qui sort, mais il faudra le revoir en consultation à un moment donné. Et ça, on rentre encore dans les problèmes d'organisation. Justement, je me demandais comment ça se passe si le patient, lorsqu'il rentre chez lui, il a une inquiétude, il a éventuellement, je ne sais pas, un malaise vagal, il a un numéro de téléphone, il joint l'équipe pour être suivi. Comment ça se passe ? Alors, premièrement, donc, comme je vous l'ai dit, le patient est autorisé à sortir par son chirurgien. S'il y a une complication qui contre-indique sa sortie, ce patient va passer en hospitalisation traditionnelle. Là, il y a un règlement intérieur. Chaque spécialité va, entre guillemets, récupérer son patient. Le patient sort avec un certain nombre d'avis, des numéros de téléphone, et chaque équipe est joignable 24 heures sur 24 pour pallier à ce genre d'incident. Sur les 13 ans d'expérience que nous avons au niveau de la Conception, le retour d'un malade d'ambulatoire a été exceptionnel. On a eu quelques patients qui sont restés à l'hôpital alors qu'ils devaient sortir pour des problèmes de douleur ou c'est plutôt le plus souvent pour des problèmes d'organisation, des retards dans la prise en charge, mais ça reste exceptionnel et il faut que ça reste de manière exceptionnelle et c'est ça la difficulté de l'organisation, il faut faire. Et quand on fait la chirurgie ambulatoire, parfois on en arrive à modifier un petit peu sa technique opératoire et c'est ce qui devient d'ailleurs intéressant. Il faut bien entendu rassurer le public. Hein. Il est évident que dès l'instant où le patient est autorisé à sortir, il sort avec l'ensemble des numéros pour pouvoir joindre l'hôpital, puis c'est l'hôpital public, l'assistance publique de Marseille. Nous avons des services d'urgence qui sont ouverts 24 heures sur 24. Il y a toujours un médecin, on va dire, spécialiste en chirurgie de la main ou en chirurgie orthopédique, ou même un gynécologue de garde. Et en cas de problème, la structure, l'hôpital public peut être rejoint à tout moment, 24/24, 7 sur 7.
Alors, au niveau du service, quel est le rôle des infirmières aussi? J'imagine vous travaillez en synergie, voilà, avec les anesthésistes, les chirurgiens. C'est un suivi régulier déjà du patient? Le service, à l'hôpital de la Conception ou à l'hôpital Nord, vous avez des services dédiés à la chirurgie ambulatoire avec un personnel infirmier formé pour cela, avec évidemment la gestion entrée-sortie du patient, parce que, comme vous l'a dit tout à l'heure l'infirmière, on peut arriver à mettre 2 malades. L'objectif, c'est d'arriver à mettre 2 patients chaque journée dans un seul lit. Et donc avec des services qui font de l'ordre de 15 à 20 lits, ce serait de pouvoir opérer 40 patients à la journée. Évidemment, les choses sont en train de prendre ce chemin-là, mais se mettre progressivement en place. Alors, on imagine que des protocoles, justement, sont suivis un petit peu à la lettre. Vous parlez de cette organisation méticuleuse. Ça se traduit comment? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, j'imagine, pour s'assurer que c'est le bon patient? Voilà, on va peut-être régulièrement lui poser la question. Comment ça se passe? Le problème d'erreur de patient est exactement le même qu'on soit en chirurgie traditionnelle ou en chirurgie ambulatoire. L'avantage de la chirurgie ambulatoire, c'est que bien souvent, les patients ne sont pas endormis de manière complètement, donc ces contrôles sont plus faciles. Mais c'est vrai, et c'est peut-être même cette notion de checklist qui est obligatoire depuis quelques mois, elle est parfois un petit peu fastidieuse pour les patients. Pour avoir été un patient moi-même, on m'a posé pendant 10 fois la même question pour mon nom, ce qu'on allait me faire. Et ça peut prêter à sourire, mais effectivement, je crois qu'il ne faut pas sourire de ce genre de sécurité, parce que c'est des sécurités qui sont pour le patient et qu'il faut respecter. Est-ce que la chirurgie ambulatoire peut s'élargir à des actes en traumatologie, par exemple pour une fracture du poignet, des doigts ou du col du fémur? On peut l'imaginer, bien entendu. Une fracture du poignet, on va dire dans les cas les plus simples, qui nécessite une fixation légère, efficace mais légère, peut évidemment être imaginée être prise en charge de manière ambulatoire. Ce n'est pas encore le cas. Je rassure nos patients nos anciens qui nous écoutent, ce n'est pas encore le cas pour les fractures du col du fémur, où la plupart du temps, on a affaire à des patients qui sont plutôt âgés et qui nécessitent, pour qui évidemment la chute représente déjà un bouleversement dans la vie, et puis après nécessite un placement en centre de rééducation, notamment pour les patients les plus âgés et qui vivent seuls. Et pour des prothèses mammaires, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est possible de les poser justement en ambulatoire? Là, il n'y a en fait rien d'impossible. Et de même que vous avez parlé des urgences tout à l'heure, jusqu'à présent, jusqu'il y a quelques temps, c'était réglementaire, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire d'urgence en ambulatoire. Normalement, la chirurgie ambulatoire et la chirurgie anesthésie ambulatoire étaient pour de la chirurgie programmée. Maintenant, on a passé ce cap et on peut faire certaines urgences. Et après, c'est un choix qui va se faire entre le chirurgien. Il va falloir apprécier en fait le post-opératoire. Il faut gérer la douleur post-opératoire. Et il n'y a en fait pas de limite. Et on voit que certaines équipes poussent très loin les indications de chirurgie ambulatoire en gérant le problème de la douleur post-opératoire avec des systèmes très particuliers. C'est une évolution. Est-ce qu'on va faire tout ça en ambulatoire? Ça devient un petit peu compliqué. Moi, je pense que la gestion de la douleur post-opératoire est un élément limitant pour la chirurgie ambulatoire, mais c'est des choses qui vont changer. Et puis, je crois qu'on va être obligé de le faire parce qu'on va avoir quand même, si on fait de la chirurgie ambulatoire, c'est qu'on a de moins en moins d'infirmières et il faut pouvoir travailler dans de bonnes conditions avec un minimum d'infirmières. Bien entendu. Et pour aller dans ce sens, l'assistance publique est en train de toute façon de se réorganiser dans ce sens-là, de favoriser. D'ailleurs, c'est une demande de la Haute Autorité de Santé, c'est une demande des instances nationales, de favoriser de plus en plus les actes réalisés en chirurgie ambulatoire. Et l'assistance publique, d'ailleurs, a fermé des services lourds. Encore une fois, je veux rassurer tout le monde, a fermé des services lourds qui nécessitent du personnel 24 heures sur 24. Par exemple, pour n'en citer qu'un, le service de réanimation de l'hôpital des Hôpitaux Sud à Sainte-Marguerite a été fermé, bien entendu redéployé sur les autres établissements de l'assistance publique, mais ça a permis, par exemple, de générer un certain nombre d'économies, sans mettre en péril, bien entendu, la santé de nos concitoyens. Concernant le coût des opérations, la chirurgie ambulatoire a le même coût qu'une chirurgie traditionnelle pour le patient? Oui, c'est-à-dire, pas pour le patient, en fait, pour la sécurité sociale. C'est la grande différence, elle est là. L'intervention sur laquelle il y a eu le petit reportage a été facturée à l'assistance publique hôpitaux de Marseille au même prix
que l'on soit en chirurgie ambulatoire ou en hospitalisation traditionnelle. Par contre, on y a gagné parce que si on avait fait rentrer cette malade la veille et la faire sortir le lendemain d'intervention, il y aurait eu 2 nuits d'hospitalisation et une nécessité de personnel de nuit, donc des surcoûts. Alors concrètement, pour expliquer un petit peu comment se passe justement, là, on l'a vu avec cette dame, le quotidien d'une patiente. Donc elle rentre, elle est prise en charge, c'est l'anesthésiste qu'elle rencontre en premier. Ensuite, comment ça se passe un petit peu, si on peut expliquer la journée? C'est fait avant. Beaucoup de choses sont faites en amont. Le jour de l'acte chirurgical, on a réglé un certain nombre de problèmes. On a réglé premièrement le problème de l'indication opératoire qui a été faite lors de la consultation avec le chirurgien. À partir de ce moment-là, on a envisagé une possibilité de chirurgie ambulatoire. Le patient a été vu par l'anesthésiste dans cette optique de chirurgie ambulatoire pour valider l'indication de chirurgie ambulatoire. Le patient a fait sa préadmission, c'est-à-dire que toute la partie réglementaire, toute la partie organisationnelle a été réglée en amont, et lorsqu'il arrive le jour de l'intervention, tout est déjà programmé, c'est-à-dire qu'on sait l'heure à laquelle il va passer et on essaye d'écourter au maximum les délais d'attente, et là on retombe sur les problèmes d'organisation, d'essayer de faire rentrer, l'idéal c'est de faire rentrer un malade à 8h pour être opéré à 9h et sortir à midi. Alors justement, donc cette chirurgie, on l'a vu, elle comporte de nombreux avantages. On n'a pas parlé aussi du risque de maladie nosocomiale qui est donc forcément limité, comme la présence du patient est peut-être limitée au sein de l'établissement. Mais quelles sont les limites de cette chirurgie? On parle, c'est des problèmes d'organisation justement. Là, il faut que ça se règle, il faut que la machine s'huile. Certaines études semblent montrer que la chirurgie ambulatoire exposerait moins au risque de maladies on va dire liées aux soins ou peut-être contractées à l'hôpital. Certaines études semblent le démontrer. Mais il est évident, comme le disait Régis, que moins on est exposé, il nous semble en tout cas que moins on est exposé longtemps dans les hôpitaux où peuvent, évidemment, dans les grands hôpitaux où on rencontre un certain nombre de malades porteurs d'un certain nombre de maladies, on peut supposer qu'il y a un certain avantage à passer le moins de temps possible à l'hôpital. Alors, est-ce qu'il existe, on a parlé un petit peu de la douleur, un protocole antidouleur? Comment ça se passe pour le patient au niveau même des soins donc post-opératoires, justement, pour détailler un petit peu qui est-ce qui suit ça? C'est encore l'anesthésiste qui a aussi un regard sur... L'anesthésiste et le chirurgien, en fonction de chaque, si vous voulez, dans ces actes que l'on qualifie d'actes marqueurs, comme les arthroscopies du genou ou la chirurgie du canal carpien ou de la maladie du Dupuytren, sont des maladies qui sont extrêmement fréquentes, bien cadrées, où les chirurgiens ont adapté leur technique à une possible réalisation sur le mode ambulatoire. Et dans le cadre de ces interventions-là, qui sont assez fréquentes, l'ensemble des choses est bien réglé au niveau du chirurgien et au niveau de l'anesthésiste, bien entendu. Très bien. Alors, on va passer maintenant au vrai ou faux. Alors, cette chirurgie d'un jour peut traiter tout type d'opération. Non, c'est pas, on ne peut pas dire ça. Par contre, il est évident que la liste des interventions que l'on pourra traiter en ambulatoire va augmenter en permanence. Et c'est vrai que le frein à l'ambulatoire, c'est parfois, paradoxalement, c'est les chirurgiens eux-mêmes, parce que la pratique de la chirurgie ambulatoire va modifier les habitudes. Et ça, c'est ce qui est finalement le plus difficile à faire passer. Justement, de quelle manière ça modifie ces habitudes? Parce que on a fait un petit questionnaire récemment sur les freins à la chirurgie ambulatoire au sein de l'hôpital de la Conception. Et il y a certains de mes collègues qui restent attachés au fait de voir le patient la veille, d'aller rediscuter pour bien informer le patient, faire sortir le malade seulement le lendemain pour être assuré d'une bonne prise en charge. Et on ne peut pas les blâmer. Mais le problème, c'est que je crois que ce n'est plus dans l'air du temps et que tout ça, ça doit être fait en amont et en aval et qu'on n'est pas obligé de passer 2 nuits à l'hôpital pour avoir le même type de prise en charge. C'est vrai aussi que l'ambulatoire, ça va vous obliger à organiser beaucoup mieux votre planning opératoire, d'être plus rigoureux. Et ça, c'est des changements d'habitude et un certain nombre de chirurgiens n'y arrivent pas. Mais ils vont y arriver, ils vont être contraints de le faire. Alors, après l'opération, le patient peut même éventuellement repartir travailler. Vrai ou faux? Vrai, mais
là encore, je crois que ce n'est pas la chirurgie ambulatoire, c'est le type de chirurgie qu'on lui a fait. Bien sûr. C'est pas, la pratique de chirurgie ambulatoire, évidemment, elle va être plus sollicitée par ce genre de patient, parce que déjà, ils gagnent de nuit, mais c'est surtout le geste chirurgical qui va modifier la durée d'arrêt de travail. Tout dépend du type d'intervention. Vous faites une petite intervention qui porte sur les téguments, sur la peau des membres, par exemple. Il est évident que le patient peut retourner la plupart du temps au travail, même l'après-midi même, s'il le souhaite. Alors, cette chirurgie a permis à la sécurité sociale de réaliser plusieurs centaines de millions d'euros d'économies. Alors, est-ce que c'est un chiffre qui vous parle ? Je crois qu'elle voudrait qu'on y arrive. Elle voudrait qu'on y arrive, mais je pense qu'ils ont raison de le demander. On peut arriver à faire le même soigner des patients dans les mêmes conditions, beaucoup moins cher. C'est évident qu'il faut le développer. Alors, je vous remercie beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine santé, dédié donc cette fois-ci aux hôpitaux sud de Marseille. Excellente journée.